Salam alaikum, bonsoir, c'est Lawada Al-Hiba. Alors, je ne suis pas une oratrice et je ne suis pas une modératrice santé. Mais c'est un sujet qui me passionne, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ma modératrice ce soir. Bienvenue. Je vais lire le texte. J'ai préparé un texte de peur de bégayer devant tout ce monde, que c'est tellement plus simple derrière mon téléphone, dans les réseaux sociaux. Puis demain, c'est pas toujours évident. Donc, je vais commencer à lire mon texte pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui on a décidé de faire cette conférence sur comment vivre notre Ramadan. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième conférence organisée par Djibouti Wellness Initiative. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui étaient présentes lors de notre première édition consacrée au développement personnel. Et je suis tout aussi heureuse d'accueillir celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Akila. Djibouti Wellness Initiative est une association dédiée au bien-être global de toutes ses dimensions. Le corps, l'équilibre intérieur, les habitudes de vie qui nous accompagnent au quotidien. Et d'ailleurs, le mois prochain, il préparera une nouvelle rencontre autour d'un thème complètement différent, en lien avec la grossesse et la maternité, et je vous réserve déjà quelques surprises. Ce soir, nous avons le plaisir d'aborder un sujet qui nous concerne tous à l'approche du Ramadan. Le jeûne, ses bienfaits et la manière de le vivre dans les meilleures conditions. Je suis entourée de 3 panélistes exceptionnels. Merci mesdames d'avoir accepté cette invitation. Merci mesdames d'être ici ce soir et merci pour votre confiance envers Djibouti Wellness Initiative. Si j'ai choisi aujourd'hui d'être la modératrice, c'est parce que le jeûne est un sujet qui me passionne profondément. Avant même de m'y intéresser dans cette dimension spirituelle, j'ai découvert le jeûne à travers d'autres approches. D'abord le jeûne hydrique, ensuite le jeûne sec, puis plus tard le jeûne intermittent qui est aujourd'hui très étudié. Donc, je me suis beaucoup documentée, j'ai lu, appris, exploré. Certains d'entre vous connaissent peut-être Thierry Plezalobast sur YouTube et sa chaîne Régénère, qui a été pour moi une porte d'entrée importante dans la compréhension du jeûne et de ses mécanismes. Et tout naturellement, je suis aussi tombée sur un documentaire russe. J'adore les Russes, honnêtement, parce qu'ils sont très très loin dans la médecine alternative. Exactement. Et donc la Russie possède une véritable tradition de recherche autour du jeûne thérapeutique. Un médecin russe, Yuri Nikolaev, a été l'un des pionniers du jeûne supervisé en milieu clinique, ce qui montre que ce sujet dépasse largement la sphère spirituelle et intéresse aussi le monde scientifique depuis maintenant. Je crois qu'il y a des professeurs ce soir. Bienvenue messieurs, merci d'être là. C'est donc avec beaucoup de joie que nous avons décidé de consacrer cette conférence à ce thème. À quelques jours seulement du Ramadan, nous allons explorer ensemble comment le jeûne peut impacter différents systèmes du corps et surtout comment mieux se préparer pour vivre ce mois dans un équilibre de bien-être, de vitalité et de conscience. Je vous remercie encore une fois d'être présents ce soir et je suis impatiente d'ouvrir cet échange avec le panélistes. Je vais commencer avec le docteur Enaki Fatima Zahra. Merci d'être là avec nous. Médecin spécialiste en médecine fonctionnelle. Je ne connaissais pas ce terme, mais va nous l'expliquer. Donc, docteur, merci de faire une petite présentation. Merci. Et vous êtes un alaikum, un ségassé de oui, Merci. we need to point it. Salam alaikum. Merci d'être et nous allons habiter ce soir. Je fais partie de parler un thème très intéressant de Ramadan parce que un peu plus fort
parce qu'en médecine fonctionnelle, justement, le concept d'un métier fonctionnel, c'est qu'on prend le corps comme une globalité. Et donc, on dit que les organes peuvent communiquer entre eux, c'est-à-dire que le cerveau va communiquer avec les intestins, les hormones vont communiquer avec le muscle. Et donc, justement, le ramadan, ça illustre parfaitement cette communication. En plus de ça, en médecine fonctionnelle, on utilise souvent le jeûne thérapeutique. C'est vraiment notre arsenal thérapeutique pour le traitement. Donc, voilà, ça n'est pas d'aspect au milieu de ramadan. Et pour un métier fonctionnel, c'est tout simplement, on essaie de rentrer dans les causes de la maladie. Pour la même maladie, on va dire qu'on peut traiter de manière différente selon chaque patient. C'est-à-dire on essaie de personnaliser le traitement par rapport au terrain, de très efficace. Alors, j'ai une autre question, docteur. Qu'est-ce qui vous a amené vers la médecine fonctionnelle et la nutrition? Est-ce que les deux vont ensemble ou c'est une spécialité différente? Oui, je dirais qu'ils se complètent. La nutrition et la médecine fonctionnelle se complètent parce qu'en médecine fonctionnelle, on utilise beaucoup ce qu'on appelle la nutrithérapie, c'est-à-dire traiter avec des nutriments. Et ce qui m'a amené vers la médecine fonctionnelle, c'est que souvent, sincèrement, j'étais un peu bloquée. Pour beaucoup de maladies, en médecine conventionnelle, on est un petit peu... on n'a pas tout. J'ai l'impression qu'on voit que j'avais besoin de m'ouvrir vers d'autres alternatives. Voilà, c'est ça qui m'a amené à docteur, quels sont les effets globaux du jeûne du ramadan sur notre organisme selon la médecine fonctionnelle? Point. C'est un cas de la This way, every skin. So the skin is both then. Excusez-moi, là, tu problème technique. On va réussir sans se perdre. Je pense que c'est ça. They can teach you then. To speak to multiple the peace. Color with this belly. See. Alors, imaginez qu'en bêtise, il faudra trouver une pilule miracle qui guérit toutes les maladies. Alors, je pense que, sans effet secondaire, je pense que tout le monde en se l'aurait arraché. Et bien, le ramadan, c'est cette pilule miracle. Alors, ce que vous voyez devant vous, ce ne sont pas de certitude. C'est le quotidien de millions de personnes qui vivent dans ce que j'appelle des montagnes russes, qui vivent avec une fatigue toute la journée, une faim, une sorte de faim bizarre, et aussi qui n'arrivent pas à brûler la graisse. Et le pire, c'est que toutes ces personnes vont vivre ça sans jamais comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc, on est une support. Donc là, il y a un vert, ce que vous voyez, le trait plat en vert, c'est ce qui représente la sécrétion de l'insuline dans le sang. Le trait en poitiers, c'est la sécrétion de glucose dans le sang, c'est le taux de glucose plutôt dans le sang. Et la zone que vous avez tout en bas, la zone grise, c'est ce qu'on appelle la zone brune. Et en fait, ce qui se passe quand une personne mange, on va dire, il a pris son petit déjeuner à 7 heures, il y a une montée de pic glycémique vers 8 heures. Et ça va engendrer la sécrétion de l'insuline, le trait vert, le trait qui est vert. Donc l'insuline, quand elle va être sécrétée, l'insuline ne s'ablate pas, la glycémie va descendre rapidement. Par contre, l'insuline va prendre beaucoup de temps pour descendre. Elle va persister dans le sang. Et cette glycémie qui va descendre, vous voyez, c'est le trait en poitiers qui descend. Et il arrive à un moment donné, il est très bas. Le taux de sucre dans le sang est très bas, justement à cause de cette glycémie. Et la personne, je pense qu'on va l'appeler Madame Baudin. Alors Madame Baudin va sentir la faim. Elle va avoir très faim à ce moment-là. Et ce qui va se passer,
elle va prendre une petite collation. Et vous voyez ce qui se passe quand elle prend la petite collation, la glycémie remonte. Et on a un autre pic glycémique. L'insuline avant, c'est-à-dire le trait vert, était en train de descendre. Il allait même rentrer dans la zone grise. Vous voyez la première image, l'insuline, le trait vert, allait rentrer vers la zone grise. On a envie que l'insuline descende à ce niveau parce que c'est à ce moment-là et seulement à ce moment que le corps pourra brûler de la graisse. Et donc, puisqu'on a dit que Mme Rodin a pris une petite collation, le pic glycémique a empêché l'insuline de dynamique de descendre, et vers 14 heures, la même chose, elle va prendre son déjeuner, un autre pic glycémique, et ainsi de suite toute la journée. Et on aura cette insuline qui va rester à plateau élevé pendant toute la journée. Et donc, à ce moment-là, c'est facile à comprendre un petit peu les effets du ramadan. Parce qu'au ramadan, on ne mange pas, donc il n'y a pas de ces pics glycémiques. Et donc, l'insuline va pouvoir rentrer dans la zone grise et va pouvoir descendre jusqu'à un taux où on pourra brûler la graisse. Et ce qui se passe, c'est quand on fait le ramadan correctement, on commence par brûler la graisse la plus dangereuse. C'est la graisse abdominale. C'est la graisse qui est derrière toutes les maladies métaboliques modernes maintenant. C'est ce qu'on appelle la graisse viscérale. Et aussi, on pourra bien sûr, à partir de là, guérir du diabète. Et le cholestérol, c'est facile à deviner parce que le cholestérol, c'est une façon de stocker la graisse. Et puisque, comme je vous ai dit, quand on commence à brûler de la graisse, on aura les chiffres du cholestérol qui vont se normaliser pendant le ramadan. Le tube digestif, l'hypertension artérielle, il y a beaucoup de patients qui se traitent uniquement avec le jeûne, qui n'ont pas forcément envie de prendre des traitements. Il y aura aussi au niveau du tube digestif, c'est un repos digestif. Et donc, quand le tube digestif est en repos, il y a un phénomène intéressant qui se passe. Il y a une honte qu'on appelle le complexe moteur migrant qui va faire descendre les aliments, pas les aliments parce qu'on jeûne, mais les débris alimentaires, ce qui reste et ce qui pullule au niveau de nos intestins. Et cette honte va tout simplement commencer du haut de l'intestin vers la fin et elle va nettoyer les intestins. Et ça c'est très important parce que quand on sait qu'il y a des maladies justement dues à la pullulation microbienne comme le SIBO, et aussi, ça permet aussi d'équilibrer le microbiote. Le microbiote, c'est des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries. Maintenant, on sait très bien qu'il a un bon microbiote et fait une bonne santé. Donc, c'est intéressant d'activer ce complexe moteur migrant. Il n'est activé que lorsqu'on jeûne. Sur le niveau neurologique, il y aura au niveau du cerveau, ce sera une amélioration de la mémoire, de la concentration, parce que ce shift métabolique, ce qu'on vient de voir maintenant, le fait de passer du carburant, des sucres comme carburant vers la graisse comme carburant, ça donne des corps cétoniques et c'est très intéressant pour le cerveau. C'est la nourriture préférée du cerveau. Donc, ça permet aussi de lutter contre les maladies neurodégénératives, tout ce qui est Alzheimer, tout ce qui est Parkinson. Et aussi, au niveau de la peau, c'est le jeûne va booster les antioxydants. Donc, on aura une peau plus belle, tout ce qui est rajeunissement, tout ce qui est longévité. Sans oublier aussi que le jeûne, quand on jeûne, on n'a pas de sucre dans le sang et des cellules cancéreuses et ne se nourrissent que de sucre. Les cellules cancéreuses ne peuvent pas utiliser la graisse comme source d'énergie. Donc, quand on jeûne, eh bien, les cellules cancéreuses ne vont pas trouver d'énergie, elles vont mourir tout simplement. Et si on veut, le ramadan, c'est une sorte de chimiothérapie sélective, parce qu'elle va tuer les cellules cancéreuses et va épargner des bonnes cellules. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a vu que dernièrement, on a découvert qu'on pouvait même régénérer certaines cellules qu'on pensait impossibles jusqu'ici, uniquement par le jeûne. Je pense aux cellules cérébrales, aux cellules rénales aussi, et aussi les cellules pancréatiques. Pour le repos digestif, c'est très intéressant parce que il y a une maladie très grave qu'on appelle la pancréatite aiguë. C'est une maladie grave, on hospitalise des gens carrément en soins intensifs.
Et tout ce qu'on leur fait, en fait, c'est un repos digestif parce que c'est le traitement de cette maladie, c'est juste le repos digestif. Donc, le repos digestif, ce n'est pas rien. Merci, docteur. Alors, comment vous expliquer qu'au Ramadan, on n'a pas fait encore d'études sur Djibouti, mais dans d'autres pays arabes, c'est là qu'il y a beaucoup plus de malades dans le mois de Ramadan. Qu'est-ce qui se passe? Exact. Ça, c'est une très bonne question. Beaucoup de gens vont se dire, mais moi, j'ai le diabète, je jeûne chaque année, j'ai jamais guéri de mon diabète, j'ai ces douleurs articulaires, et ils sont toujours là. Donc, en fait, il faudrait comprendre les mécanismes du jeûne pour pouvoir jeûner d'une manière adaptée et débloquer justement ces bienfaits du jeûne. Donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. Alors, je vous propose un truc simple aujourd'hui. On va rentrer dans le corps de quelqu'un qui jeûne à la manière du bus magique. Et on va dire que Madame Madame a compris finalement, elle a décidé de jeûner. Entre 0 et 5 heures, c'est-à-dire à partir du dernier repas. Donc rien d'extraordinaire, on va dire, ne se passe à ce moment-là. Le corps continue à fonctionner avec le sucre du dernier repas. Madame Modène, elle ressent un peu la faim, le fameux craving, mais elle ne cède pas cette fois. Et donc, à partir de 5 heures, entre 5 heures et 12 heures, là, quand même, va se passer que l'énergie va beaucoup diminuer et le foie, il va recevoir un message clair, il faut passer au déstockage. Et le foie va commencer à utiliser le sucre stocké qu'on appelle le glycogène. Et donc, à partir de 12 heures, le glycogène aussi va commencer à diminuer et on va assister à ce qu'on appelle un shift métabolique, c'est-à-dire au lieu de brûler du sucre comme carburant, on va brûler de la graisse. Et cette graisse, elle va donner des corps cétoniques. On en a parlé tout à l'heure, les corps cétoniques, ils sont intéressants pour tout ce qui est pour le cerveau. Donc, c'est vrai que la personne, elle ressent toujours un peu de faim parce que les hormones de la faim, la leptine et la ghreline, on va dire que la leptine est encore un peu diminuée, mais le cerveau est très content parce qu'il trouve sa nourriture préférée. À partir de 12 heures déjà, et là, à partir entre 12 et 24 heures, on passe, le taux d'insuline va chuter et va arriver à son niveau le plus bas. Et là, le corps, il va se passer quelque chose de très important, c'est qu'il va passer en mode de déstockage. C'est-à-dire que, comme vous avez vu tout à l'heure, l'insuline est rentrée dans la zone grise. Et là, elle dit au corps, c'est bon, c'est le moment de brûler de la graisse. Et aussi, on va activer un programme très intéressant, un programme qui existe dans toutes nos cellules, qui est là depuis notre naissance, et on appelle ça l'autophagie. Alors, l'autophagie, littéralement, ça veut dire se manger soi-même, et ce n'est pas, au contraire, c'est quelque chose de très bien. C'est un programme qui permet la réparation, le nettoyage, la régénération cellulaire. Et au cours de l'autophagie, on a aussi l'hormone de croissance, qui est une hormone très intéressante, dont le taux va se multiplier par 5. L'hormone de croissance, c'est tellement intéressant que maintenant les célébrités paient des milliers de dollars pour se faire injecter ça. Et donc aussi, l'acteur Sylvester Stallone l'a utilisé pour se muscler dans son film Rambo. Donc cette hormone de croissance, en fait, elle va activer les cellules souches. Ce sont des cellules qui sont là, qui sont multipotentes et qui peuvent se spécialiser en n'importe quel tissu. Et donc, en fonction de là où on en a besoin, il y aura des réparations, soit au niveau intestinal, comme réparer la barrière intestinale, soit au niveau, par exemple, rénal. Si une personne a une insuffisance rénale, il pourrait y avoir une réparation aussi, donc à n'importe quel niveau, tout simplement. Alors, merci. Merci, docteur. Alors, le docteur Fatima Zahra Denaki a
Elle a une spécialité aussi sur le diabète, c'était ça. On a décidé de faire on a décidé de faire un petit focus sur le diabète parce que j'ai entendu dire qu'à Djibouti, on a beaucoup de diabète. Et j'ai appris qu'il y a plusieurs types de diabète. Donc, le docteur Inaki va nous faire un petit focus pour les personnes qui ont le diabète et le chien. C'est ça. Le fait. Donc, on va essayer de voir le diabète. Pendant une fois, on est fonctionnel. Donc, on va revenir un peu vers Madame Modan-Enfant. Et en fait, on va dire que Madame Modan, elle ne jeûne pas elle jeûne de manière traditionnelle. Elle n'a pas changé ses habitudes, de sa façon de jeûner. Et quand elle souffre, elle va consulter et on va lui faire un bilan. Son bilan est tout à fait normal. Mais elle sait bien que voilà, ça ne va pas. Elle décide donc quand ça ne va pas, elle décide de consulter un médecin professionnel et il lui parle de tout ce qu'on vient de voir, l'insuline qui est élevée et que c'est ça qui provoque un petit peu les problèmes chez elle. Et en fait, cette hyperinsulinémie, elle va provoquer selon la personne, selon la génétique de la personne, elle va donner une maladie déterminée. Donc, si elle voit au niveau du cerveau, l'hyperinsulinémie, par exemple, va donner le fait que les cellules cérébrales seront en insulinorésistance, ils ne pourront pas utiliser le sucre, et donc il y aura des maladies neurodégénératives de type Alzheimer. D'ailleurs, la maladie d'Alzheimer, on l'appelle maintenant le diabète de type 3, parce que c'est dû à ce problème d'insuline qui est tout le temps élevé dans le sang. Si on passe au niveau des os, par exemple, on aura aussi, à cause de cette hyperinsulinémie, on aura une fragilité osseuse et c'est l'ostéoporose. C'est-à-dire que c'est les cellules osseuses qui ne pourront pas bien utiliser le sucre à cause de cette hyperinsulinémie, à cause de cette insulinorésistance. Et si on passe aussi aux cellules au niveau des vaisseaux, on aura un dépôt de graisse et aussi une inflammation qui va donner aussi la même chose, qui peut donner bien sûr toutes les maladies dues à l'athérosclérose, à l'AVC, qui peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Chez une personne qui était tout à fait normale, dont le bilan était tout à fait normal avant. C'est ça qui est important, c'est qu'on peut avoir cette hyperinsulinémie et que tous les chiffres restent normaux. Donc à ce stade, on comprend qu'en fait, en fonction de notre génétique, l'hyperinsulinémie peut donner une maladie différente en fonction de la génétique. Donc, on a nos cellules qui vont baigner dans cette espèce de soupe de l'hyperinsulinémie et de l'inflammation chronique. Et chacun de nous a son gène, a son unique code génétique et il va donner un phénotype différent. Ça peut être le diabète, ça peut être l'Alzheimer, ça peut être l'ostéoporose ou ça peut être une autre maladie. Mais la cause, elle reste la même, c'est en fait l'hyperinsulinémie et l'inflammation. Alors, tout simplement, comment on peut traiter justement ces maladies? C'est tout simplement en traitant la cause. L'origine de la maladie, c'est justement l'insuline et l'inflammation. Et c'est-à-dire que si on donne des traitements par exemple de l'ostéoporose, si on donne de la vitamine D, du calcium, de bisphosphonate, tout ce qu'on donne normalement, mais qu'on n'a pas traité la maladie sous-jacente, la destruction est toujours là, et on aura la maladie qui va progresser malgré qu'on est en train de donner ces traitements. Donc, au lieu d'essayer d'écoper, il faudra fermer le robinet à la source, c'est-à-dire fermer cette insuline, et cette hyperinsulinémie et traiter cette inflammation. Alors maintenant, on se pose une question un peu dérangeante. Pour le diabète, le réel problème
pour les maladies diabétiques, c'était uniquement le sucre. Alors pourquoi la maladie continue à progresser malgré qu'on stabilise la glycémie chez des patients dont la glycémie est parfaitement stable? On le sait très bien, malgré que leur hémoglobine glycée est stabilisée, année après année, les patients vont voir leur traitement s'alourdir. Un antidiabétique oral va devenir 2, puis 3, et puis un jour, ils vont passer vers l'insuline. Donc, pourquoi en fait on est cette progression qu'on nous a appris, qu'on nous a dit que c'est la progression naturelle du diabète, eh bien, en médecine fonctionnelle, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Tout simplement, la raison, c'est qu'on n'a pas traité la vraie cause du diabète. C'est pour ça que la vraie cause du diabète n'est pas le sucre. Le sucre n'est qu'un symptôme. C'est comme, par exemple, si une personne a un paludisme et qu'on essaie de diminuer sa fièvre en espérant traiter le paludisme. Pour traiter le paludisme, il faudra éradiquer le plasmodiol. Donc, c'est la même chose pour le diabète. Le diabète, il peut avoir alors si on prend l'exemple de 2 patients, par exemple, qui ont la même glycémie, la même hémoglobine glycée. Le premier patient, il rapporte aussi des constipations, des petites constipations, il prend parfois une petite gastrite, il prend parfois du charbon activé, des flatulences. Alors pour ce patient, si on creuse et on pose des bonnes questions, on va trouver qu'il a, comme je vous ai dit tout à l'heure, une dysbiose intestinale. C'est-à-dire qu'il a un déséquilibre au niveau des microbes au niveau de l'intestin. Et ces microbes vont sécréter des toxines qui vont passer dans le sang, qui vont aller vers les cellules et qui vont entraîner une inflammation au niveau des cellules et justement une insulinorésistance. Et à cause de ça, le patient va développer un diabète. Donc, si on lui donne des hypoglycémiens et qu'on ne traite pas le problème causal qui est justement cette dysbiose, le diabète va continuer à progresser. On prend un deuxième exemple d'un deuxième patient qui est aussi diabétique, mais cette fois, on va dire que c'est un shift worker, c'est quelqu'un qui travaille la nuit, c'est un douanier, et il a des troubles. Il a un faible masse musculaire, il a des troubles de libido, des troubles de l'érection, il ne dort pas la nuit et bien sûr il est diabétique. Quand on voit la cause du problème, on va trouver que c'est plutôt le cortisol. Le cortisol est en train de supprimer la testostérone chez ce patient et donc le cortisol va supprimer la testostérone chez ce patient et il va diminuer sa masse musculaire. Et c'est le même cortisol qui est derrière son diabète. Donc si on arrive à régulariser ces hormones, ce patient ne sera pas diabétique sans utiliser d'hypoglycémia. Donc c'est pour vous dire que le diabète pourrait avoir beaucoup de causes. Et traiter le sucre, faire diminuer la glycémie, ne va pas forcément guérir les patients. Ici, comme vous voyez, on a l'exemple de la dysbiose intestinale, l'exemple aussi du problème de rythme circadien, c'est-à-dire le cortisol, mais aussi on peut avoir plusieurs autres causes. Et ce que on fait en pratique, c'est qu'on demande aux patients de prendre ce qu'on appelle le profil glycémique, c'est-à-dire on va demander aux patients de prendre sa glycémie le matin avant et après le repas, le midi, le soir. Et si on trouve que la glycémie du matin, c'est-à-dire le sucre matin, est le plus élevé, là on va penser au niveau du foie. On va savoir que c'est le foie, il y a un souci au niveau du foie parce que le foie est en train de sécréter le sucre. C'est le seul organe qui peut sécréter le sucre et on va aller traiter le foie pour guérir le patient du diabète. Si par exemple on trouve que c'est sa glycémie postprandiale, c'est-à-dire après le repas qui est élevé, là on va penser plutôt au muscle. Parce que c'est le muscle qui devrait normalement capter le sucre et le neutraliser. Et on va chercher aussi au niveau du muscle, qu'est-ce qui se passe au niveau musculaire. Si c'est l'hémoglobine glycée qui est élevé et qui ne répond pas aux interventions, là on va penser au pancréas. Et souvent le pancréas, ça peut être tout simplement les mitochondries qui sont fatiguées. Les mitochondries, ce sont les moteurs des cellules, c'est ce qui fait l'énergie de la cellule. Et pour que le pancréas justement puisse pomper l'insuline, il faut que
la cellule ait de bonnes mitochondries. Donc, on peut aussi, si on trouve que les mêmes molécules que ça ne va pas à ce niveau, c'est un problème du pancréas. Ça peut être aussi des infections. On a dernièrement vu que plusieurs infections peuvent toucher le pancréas et entraîner le diabète. Donc, ce sont des exemples juste pour vous expliquer que pour la même maladie, pour le même diagnostic, l'ordonnance ne sera pas la même. C'est vrai qu'il m'arrive d'écrire un médecin fonctionnellement. On peut mettre des hypoglycémiens, des antidiabétiques, de l'insuline, mais ce ne sera utilisé que comme un temps, le temps de trouver la maladie sous-jacente et de la traiter. Merci, docteur. C'était vraiment passionnant. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on parle de naturopathie et de nutrition? Est-ce que j'ai oublié d'autres questions? Je pense oui, Merci, en tout cas, c'était très passionnant. Maintenant, on va aller vers la naturopathie. Hannah, merci d'être là avec nous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Tu as le micro. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Franchement, je suis très très contente et d'une marre autant de personnes vraiment qui sont aidées. C'est d'être de le temps. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers participants. Vraiment, ce soir, je suis très très contente parce que quand je vois autant de personnes qui s'intéressent à la nutrition saine, à ce qu'ils mettent dans leur assiette, c'est vraiment en fait un amour de soi, une preuve d'amour pour soi-même, quoi. Donc, merci beaucoup déjà. Je me présente. Je suis Madame Hannah Yahya Awali. Je suis naturopathe et créatrice de recettes saines. Je suis aussi la fondatrice de la marque Graines de Beauté, une marque dédiée au bien-être de la femme, surtout. Et j'ai formulé des solutions naturelles contre les psoriasis, les problèmes d'acné, les problèmes de crevasses, parce que les crevasses, vraiment, c'est un gros problème. Et les problèmes de brûlures, épines, les varices, des shampoings naturels pour équilibrer le cuir chevelu, des huiles rafraîchissantes et l'huile de sésame, une huile que j'ai appelée un bijou, parce que franchement, l'huile de sésame, elle a beaucoup de bienfaits, que ce soit pour l'intérieur et l'extérieur. Par contre, ce soir, vraiment, sincèrement, chers participants, je ne suis pas là vraiment pour parler de ça, de ce que je fais, mais plutôt pour parler de légumes. Parce qu'à Djibouti, vous savez, on a ce problème. On a ce problème de, en fait, une façon vraiment très, très, dans une cuisson longue, les légumes, on les prend, on les met dans une cuisson longue, et lorsque les légumes, on les passe dans une cuisson très, très longue, automatiquement, ils perdent leur valeur. Ils perdent vraiment leur propriété, ce qui devrait vraiment nous mourir de l'intérieur. D'autant plus que là maintenant, comme le mois béni arrive, il faudra qu'on se prépare. Il faudra que déjà, parce que c'est un mois où le corps ne va pas fonctionner comme d'habitude. C'est un mois où le corps il ne va pas s'alimenter toute la journée. Donc, c'est un mois où vraiment nous apprenons ce qu'on appelle la régularité de nos prières, une discipline. C'est un mois où vraiment nous allons apprendre la constance, sincèrement. Et pour occasionner tout ça, on a besoin de cœur, on a besoin d'un minimum d'énergie. Sincèrement, chers amis, on a besoin d'un minimum d'énergie pour occasionner cette régularité à faire nos prières, cette constance à faire le dhikr, à lire, à pouvoir lire le Coran. Oh, si, ça ne fonctionne plus, je te passe le bien. Si. Chers participants, donc comme la mois d'année, c'est un mois purifier notre corps et notre esprit. On a vraiment besoin de s'alimenter. Je le garde comme ça. Les deux. Je garde celui-là. Je garde celui-là alors. Je garde qu'un seul. Non. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Ok, c'est très bien.
Donc c'est un mois où vraiment on va purifier notre esprit et notre corps. Parce que si on purifie notre corps, automatiquement, il y aura une facilité de purifier l'esprit. Si au moment même où notre corps est en train de s'auto-nettoyer du fond, si on le surcharge parce qu'on va manger à des heures exceptionnelles, par exemple l'iftar et le suhour, si au moment même où notre corps est en train de travailler, de faire ce ménage profond, si on le surcharge je ne veux pas dire les aliments ne sont pas des déchets, mais je vais dire si on le surcharge d'excès de gras ou de friture, voilà, ou d'excès d'une alimentation pas saine, je veux dire. Donc, il y aura un blocage, on va dire. Il y aura un blocage. Le travail même qui s'auto-effectué va être bloqué. Vous voyez? Donc, comme il y a un blocage, c'est comme si on retournait à la case départ. Il y aura tout un retour à la case départ. Et le soir, on sera fatigué. On va avoir une sorte de somnolence. Vous avez remarqué ça, je suis sûre à 100% que tout le monde dans cette salle a remarqué cette somnolence juste après avoir pris son iftar. Donc, on aura une somnolence, de la fatigue, des maux de tête et il nous arrivera même une incapacité à même faire beaucoup de rak'at pour notre tarawih, sincèrement. Il m'est arrivé aussi. Donc, comme on aura tout ça, après, qu'est-ce qu'on va dire? Sincèrement, on va dire c'est le shaitan. Non, c'est pas le shaitan qui nous emmerde. Sincèrement parler, chers amis. C'est notre alimentation. Notre alimentation est en train de nous piéger. Il ne faut plus que notre alimentation, cette année, il faut qu'on remédie à tout ça. Inch'Allah. Sincèrement parler. Donc, on va dire, non, c'est notre alimentation. Qu'est-ce qu'on dit? On dit souvent, Afmarendid en Somalie. On dit Afmarendid Afkisadile. Vrai ou faux? On dit comme ça. Donc, au iftar, par exemple, si on prenait des aliments comme moi, ce que je prends souvent, c'est il n'y a pas mieux que les fruits. Il n'y a pas mieux que les fruits. Tu prends un petit bol de fruits où il y a de la mangue, où il y a un peu de pastèque, où il y a de la poire, tu fais un petit mélange comme ça, des petites portions comme ça, et tu bois une bouteille d'eau au lieu de prendre un grand jus avec beaucoup de sucre. Mieux vaut qu'on privilégie ça, sincèrement. Et puis, juste après le salat maghrib, qu'on privilégie des aliments qui sont vraiment très, très, comme la soupe, pour occasionner en fait une digestion plus facile plus tard dans la nuit. Et au suhour, mieux vaut qu'on prenne au suhour. Par exemple, moi ce que je prends au suhour, j'aime bien les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, sincèrement, lorsque tu ajoutes un peu d'amande, un peu de graines de chia, graines de courge, tous les graines que Allah, alhamdoulilah, nous a donné, on essaie même pas, juste parce que on ne sait juste pas comment les utiliser en fait. Ou soit sinon on les néglige, ou soit sinon on ne croit pas que vraiment ça va nous nourrir. C'est ça, on a ce petit problème, ce petit bémol à Djibouti, mais Inch'Allah, je suis sûre à 100% que si jamais dans ton flocon d'avoine ou le céréal, le sérène, ou comme on appelle farine d'or, non? Notre sérène, si jamais on prend et qu'on met ça avec un peu de date, un peu de raisin sec et qu'on mange ça, mais vraiment c'est des aliments qui ont une digestion très très longue. Et le matin, tu n'auras pas tous ces fringales ou tout ce problème ou tous ces maux. Donc voilà, donc je prends à ce qu'on puisse prendre des aliments qui sont longs à digérer. Voilà, donc le ramadan, moi personnellement, ce que je dis, ce n'est pas vraiment un mois où on va nourrir notre estomac, où on va remplir notre estomac. Non, c'est plutôt un mois où on va penser plutôt à notre spiritualité, à nourrir notre âme. Voilà le mot que je cherchais. On va plutôt nourrir notre âme, on va lire plus de Coran. Et pour ça, il faudra qu'on ait un peu d'énergie et qu'on puisse, sincèrement, chers amis, puisse prendre des aliments qui sont beaucoup plus légers. Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Anna, merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux me rappeler c'est quoi la naturopathie? Oui. Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi la naturopathie. D'accord. C'est très bien, merci Gassera. La naturopathie, en fait, c'est une approche naturelle qui vise à renforcer l'auto-guérison, en fait. Mieux vaut t'auto-guérir que parce que notre alimentation, on dit, il y a un dicton qui dit ton alimentation est ton médicament. Et quand notre alimentation devient notre médicament, c'est quand en fait on le mange bien et qu'on le prend bien. Qu'on commence toujours par manger d'abord des crudités. Les crudités, c'est par exemple un bol de salade de légumes, par exemple, qui sont bien crus. Les betteraves, à Djibouti, on a tendance à les cuire. On les cuit. Vrai ou faux?
on les cuit, mais il ne faut pas les cuire, les betteraves, pour garder leur nutriments. Mieux vaut le râper et mettre la carotte, un peu de concombre, un peu de citron et l'huile de sésame que je prends, que je parle partout, dans mes groupes, partout. Dans mon TikTok, j'en parle beaucoup, je l'appelle mon bijou parce que c'est une huile à multiples bienfaits, que ce soit pour la peau ou que ce soit pour les cheveux. Donc voilà les amis, donc j'espère que vous avez compris un peu la naturopathie. C'est en fait une approche qui vise à renforcer son médicament à travers une hygiène de vie très très simple, à travers les plantes, à travers notre alimentation surtout, à s'auto-soigner, voilà. Sans qu'on ait recours à des médicaments ou à la pharmacie, ou voilà. J'espère que vous avez compris la naturopathie. Voilà, se responsabiliser, voilà, merci beaucoup. D'accord, merci. Donc, est-ce que tu as fini ton chabouk? Parce que Hannah, elle a dit, ça va être chabouk ce soir. Est-ce que le chabouk est fini rajouter? Il n'y a pas de problème. Par exemple, je suis sûre à 100% que beaucoup de personnes là maintenant, ils ont compris le principe même de jeûner. Parce qu'à Djibouti, on se dit, jeûner c'est quoi déjà? Jeûner, c'est pas parce qu'on ne va pas manger, on ne va pas se priver de boire l'eau. Non, on va pas. Non, c'est plutôt plus un auto-nettoyage profond. Par exemple, à la maison, si on cumule la lessive, si on cumule, comme on appelle la vaisselle, qu'est-ce qui nous arrive le jour où tu te dis aujourd'hui je vais faire un travail profond? Qu'est-ce que vous arrive? On est fatigué, on est nerveux, on est irrité, on arrivera même, on devient vraiment toxique. Voilà. Donc le corps c'est pareil. Le corps c'est pareil, à l'intérieur c'est pareil. Mieux vaut, dès maintenant, là maintenant on a 1 à 3 jours de notre préparation du mois béni. Donc mieux vaut le préparer dès maintenant. Pourquoi? Pour en fait le jour premier, tu n'aies pas ce travail profond qui se fait à l'intérieur. Donc pour que tu n'aies pas cette fatigue ou qui se va se répercuter sur toi et qui va te rendre mal à l'aise le jour premier. Donc là maintenant, dès demain, on va essayer de manger plus léger, on va essayer de faire des petites activités physiques, Inch'Allah, et s'organiser du mieux qu'on peut pour qu'on puisse se préparer le jour premier. Et j'ai oublié aussi tout à l'heure, je voulais parler des samboussés. Moi, je dis souvent, un ramadan sans samboussa, c'est pas un ramadan. C'est ce qu'on se dit toujours, là. Tout le monde dit comme ça. À Djibouti, on se dit, un ramadan sans samboussa, c'est que un ramadan. Non, c'est pas un ramadan. Donc, mieux vaut le samboussé, je le prends, je le dis, d'accord, je le tolère. Pourquoi? Parce qu'il y a des protéines à l'intérieur. Il y a des protéines. Donc, les protéines ralentissent l'absorption de sucre dans le sang. Donc, je me dis, moi, un samboussé, quand il n'est pas frit, avec une huile, vraiment, parce qu'à Djibouti, on a cette manière de mettre une huile de côté et de mettre une lendemain. On se dit, mettez dans l'armoire et le lendemain, on met dans un petit bocal. Non, on a cette manière. Donc, il faut qu'on évite cette manière-là. On met l'huile dans une parce que l'huile, avec l'oxygène, elle devient des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est des molécules qui sont vraiment très, très toxiques. Les acides gras aussi, elles se transforment. Vous avez vu, là, l'huile, elle s'épaissit. Elle s'épaissit, elle change de couleur. C'est là que l'huile devient très très toxique. C'est là que l'huile devient une substance, mais vraiment, subhanallah, qui tue les cellules, qui agresse les cellules. Il y a une inflammation vraiment très très agressive lorsqu'on réutilise les huiles. Donc, Inch'Allah, on va arrêter par contre, les samboussas, on va mettre ça dans le four à chaleur tournante. C'est mieux que les samboussas ils soient dans le four que frits. Si jamais les personnes qui n'ont pas de four, par contre, ils peuvent utiliser une huile qui est propre, une nouvelle huile, c'est ce qu'on dit. Et aussi, ils peuvent demander, il y a des dames qui font des bons samboussas, une bonne pâte qui n'absorbe pas les huiles. Les pratiques et les gestes qu'il faut vraiment privilégier, c'est plutôt les crus. Dr Enaki nous avait parlé de ça tout à l'heure. Le cru, il prépare l'estomac à recevoir le cuit. Parce que le cru, il stimule la bile et la salivation, ainsi que les sucs gastriques. Ce sont des enzymes digestifs qui facilitent la digestion. Je voulais ajouter aussi qu'il ne faut pas boire entre les repas, parce que après, on aura des gaz. Je voulais ajouter aussi qu'il faut privilégier de manger des protéines bien avant même les féculents parce que les protéines ralentissent l'absorption du sucre dans le sang. Et je souhaite aussi que l'on vraiment mâche beaucoup. La mastication
En fait, la mastication, elle active, elle stimule les enzymes digestifs, d'où on ne sera pas ballonné en fait. On n'aura pas d'inconfort digestif parce que la digestion sera beaucoup plus fluide. C'est ça, voilà. Donc, il faut privilégier ça. Donc, mieux vaut privilégier ça. Et puis voilà quoi, on s'organise comme ça et puis notre ramadan va bien se passer, j'espère beaucoup, hein. Inch'Allah. Ah, bismillah. Merci, Nana. Merci beaucoup à toi, madame. Merci beaucoup. Mes deux questions qui sont venues avec Fatima Zahra, comme parler, quand j'ai posé. J'ai posé une question à Fatima Zahra, les dates, la première bouchée, et puis Madame Fatima Zahra a dit, on va parler de la première bouchée, et surtout dans l'islam, on nous parle de la date sunnah, et Madame Fatima Zahra m'a dit qu'elle a fait une étude là-dessus, donc elle va nous expliquer, et puis parler aussi sans tout ça, elle a dit quelque chose à nous dire. Le principe de la première bouchée est simple, c'est quelque chose de très intéressant à connaître. Donc, comme vous voyez devant vous, on a deux personnes. Donc, une personne qui a mangé, on va dire une pizza. Et on va imaginer que c'est votre fameux sambusa, d'accord? La pizza. Donc, il a mangé la pizza comme première bouchée, c'est-à-dire à l'iftar. Elle a commencé par, je pense, ses dates, et puis juste après, elle a pris le sambusa. Et vous voyez, la glycémie, ce qu'elle fait, c'est un grand pic, voilà, assez énorme dans le sang, juste après ce sambusa. Par contre, si la personne avait pris avant le sambusa, voilà, des crudités, ou bien des protéines, ou bien du bon gras, le pic serait beaucoup moindre. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de la première bouchée. Vos cellules ont gêné pendant 12 heures, peut-être, et donc, ils sont devenus très sensibles à l'insuline. Et justement, quand on va manger, il faut réfléchir à cette première bouchée et essayer de choisir entre tout ce qui est protéines et gras. C'est-à-dire, moi j'aime bien en fait le viande d'os parce qu'il réunit justement du gras et des protéines. Et ça permet aussi d'activer le tube de l'assiette doucement. Et c'est un nutriment très fort pour la barrière intestinale. La glutamine, le collatéral aussi, et c'est très fort pour la barrière intestinale. Donc, alors pour les dates, justement, je me suis retrouvée sur ce sujet. Et en fait, les dates, non, au contraire, elles sont très intéressantes pour couper le jeûne parce que justement, elles sont riches en minéraux, surtout le potassium. Et les personnes sont souvent déshydratées. Le potassium aide à l'hydratation intracellulaire, c'est-à-dire que tu bois de l'eau, peut-être qu'il ne va pas passer dans les cellules. Donc, quand tu prends des dates, justement, après tu bois de l'eau, ce potassium va attirer l'eau vers les cellules. C'est très important. Et justement, même pour les patients diabétiques, ou même surtout pour les patients diabétiques. Voilà, c'est riche en fibres, donc il n'y a pas de souci pour les dates. Il ne faut pas bien sûr exagérer. Donc, 3 dates, c'est bon. Ok, merci. Tu peux passer le micro à Nadia. On va finir avec notre troisième panéliste. Et Nadia, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Le micro, tu as focus. Ok, Nadia, c'est ok. Avec la logistique, ça. Hein? C'est tout de logistique. Ça va le mettre. C'est quoi? C'est Nadia de l'association Nutrition et Sport. Salam alaikum. Tout le monde. Donc, c'est un réel plaisir d'avoir une salle pleine comme ça, surtout pleine de femmes. Donc, moi, je suis Nadia Hamdounis. Je suis diététicienne. Donc, j'ai un emploi, on va dire, principal, mais en dehors de mon temps, je me suis formée en diététique pour justement partager un bien-être avec, dans un premier temps avec les femmes djiboutiennes que vous êtes, parce qu'on a vraiment besoin que ça vienne de nous, que nous, en tant que femmes djiboutiennes, on échange sur le bien-être, que nous parlons de nos problèmes, parce que souvent, c'est des personnes qui sont de passage, ou voilà, qu'on va plus revoir. Donc voilà, c'est vraiment pour que nous puissions
que ce soit pour le mois de Ramadan, mais sur le long terme, que nous puissions vraiment faire on va dire, un parcours de bien-être ensemble. Donc voilà, un peu pour me présenter. Et puis je fais partie aussi d'une association pour le sport et l'alimentation. Donc les deux vont de pair pour le bien-être. Donc on peut bien faire du sport, mais pour avoir vraiment un résultat efficace, il faut aussi bouger et vice-versa. Donc quand on bouge, on a besoin de bien manger. Parce qu'il y a des gens, quand je fais mes séances de Zumba, je suis coach de Zumba aussi, quand je fais mes séances, il y a des gens des femmes qui me disent « mais je fais du sport mais je ne perds pas ». Donc voilà, il y a la question d'alimentation qui se pose et à l'inverse, quand on mange bien aussi, on a besoin de bouger parce que notre corps a besoin qu'on prenne soin de lui. Donc voilà. Merci Nadia. Elle va mettre ton PowerPoint. D'accord. Et pour tu le mets, voilà, je te laisse faire. D'accord. Alors moi, ce soir, j'ai opté pour parler de l'alimentation. Donc, et puis un petit slide après sur le Ramadan, parce que le Ramadan, c'est un mois, mais l'alimentation saine et équilibrée, c'est une pratique que nous devons adopter pour tous les jours, hein, pour notre bien-être. On n'entend pas bien Ok, d'accord. Donc je disais, le thème de ce soir, c'est un focus sur le bien-être. Mais moi, la présentation que je vous ai préparée ce soir, c'est bien évidemment profiter de cette opportunité qui nous unit pour le Ramadan, mais également pour que vous puissiez adopter les bons gestes, les bonnes manières pour une alimentation tout au long de notre vie. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de la diététique, c'est un ensemble de règles à suivre pour une alimentation saine et équilibrée. Donc, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on favorise, qu'est-ce qu'on diminue, on mange moins. Donc, tout ça, je vais vous expliquer dans mes prochains slides. Ok. D'accord, ok. Alors, d'accord, ok. Je parle plus fort. Alors, c'est quoi? C'est le bouton ou les flèches? Regarde, est-ce que tu es incliné un peu? Oui, il faut le faire. D'accord, ok. Bon, je prends ma scène de tueur. Non? Voilà. C'est des notes de graphique, quand même. So that is my dear something that the sun with the sun says Elle faisait bien alors, donc, pour gagner du temps, donc, le prochain slide qui va arriver, donc c'est vraiment comprendre pourquoi en fait on doit manger. On doit manger parce que notre corps nous demande de l'énergie, donc on doit manger pour apporter certains nutriments. Donc, ces nutriments-là, il faut les choisir. Donc, on va parler des macronutriments et les micronutriments. Donc, les macronutriments, c'est tout ce qui est, on va dire, les protéines. On a les lipides et les glucides. Donc, dans ce type de nutriments, nous avons bien évidemment il y a beaucoup d'aliments qui nous entourent. Hein. Quand on va au supermarché, quand on va dans les boutiques, on a pas mal de choix. Nadia, ça fonctionne. D'accord. Donc je disais, voilà, notre corps a des besoins caloriques journaliers et donc il a besoin qu'on lui donne certains nutriments, à savoir les macronutriments, je l'avais dit tout à l'heure, donc alors il faut que j'appuie où? La flèche là? Oh, d'accord. Donc le glucide, les protéines et les lipides. Donc les protéines, c'est tout ce qui est viande, poisson, poulet et œufs. Donc on a les protéines animales, c'est ce que je viens de citer. On a aussi les protéines végétales qui sont aussi très intéressantes. On a aussi les glucides et les lipides. Donc vraiment ça c'est les macronutriments. Et puis les micronutriments qui sont les vitamines, les fibres, les minéraux, etc. Donc
là, tout en bas, en fait, notre corps, en fonction de ses besoins, on doit lui procurer les calories dont il a besoin. Donc, pour une femme, par exemple, c'est entre 1800 et 2200. Et là, en fait, je fais appel à la quantité que nous devons consommer. Parce que, voilà, une femme ne va pas manger comme un homme, parce que tout simplement, l'homme, il a plus de muscles. Et donc, voilà, c'est pour ça que pour l'homme, on voit que c'est entre 2400 et 2600, et pour ceux qui font du sport, un peu plus, ce qui est normal parce que, voilà, plus nous faisons des activités, et plus notre besoin monte également. Alors, voilà, pour vous juste donner des photos de ce que c'est que les glucides, les protéines et les graisses. Donc, voilà, hein, on a vu que les glucides... on a les glucides dans les céréales, dans les fruits, les protéines animales et végétales et les graisses. Bon, on verra plus tard les différents types de graisses. Donc voilà en tout cas les trois principaux macronutriments. Ensuite, les micronutriments, on avait vu, c'était les sels minéraux, les vitamines, les fibres. Donc ça constitue les besoins de notre corps. Donc les glucides. Le taux de glucides que notre corps a besoin, c'est situé entre 0,7 et 1 litre par gramme. Et les différents glucides que nous avons, donc on avait le glucose, le fructose qu'on trouve dans les fruits, le lactose qu'on trouve dans le lait, et mannose et saccharose, amidon, etc. Hein? Donc je passe un peu vite pour qu'on puisse vraiment avoir du temps pour les questions. Donc pareil, les principaux glucides, nous avons le sucre raffiné, donc qui ne sont pas très très bons, mais qui sont très présents dans notre alimentation. Donc nous avons également les sucres naturels qui sont présents naturellement dans l'alimentation. Et voilà, les alternatives, les substituts du sucre. Donc tout ça pour vous donner un aperçu. Donc à la fin de la séance, si vous voulez prendre une photo d'un slide qui vous intéresse, on pourra revenir dessus. Donc voilà, là c'est un mélange de glucides. Donc ce qu'il faut savoir, il y a les bons et mauvais glucides. Donc là on a un peu de tout. Et c'est ce qui aujourd'hui domine nos assiettes. Hein. Si vous regardez les photos, on aime les croissants, on aime les jus, on aime les gâteaux, les confiseries. Voilà, donc dans cette photo, on a différents types de glucides. Et là, on va voir quels sont les bons et les mauvais glucides pour que, à partir d'aujourd'hui, vous preniez conscience que c'est important de faire le choix. Hein. Parce que, voilà, il y a déjà le glucide qui est présent naturellement dans l'aliment. Et puis on rajoute avec des jus de fruits industriels, des gâteaux. Donc vous imaginez, tout à l'heure, docteur, vous avez montré la courbe. Donc c'est ça qui fait que un cumul de sucre. Donc il n'y a pas que le sucre, on va dire le goût sucré, mais le sucre il est présent dans beaucoup d'aliments. Donc ça, il faut le savoir. Et donc quand on mange voilà, des céréales, il faut savoir qu'il y a du sucre dedans. Bien sûr, c'est le bon sucre, mais si on rajoute, si on regarde son assiette et qu'on a un plat de spaghettis comme on aime hein, dans nos assiettes, et puis après, voilà, le gâteau ou la banane, et le jus ou le coca. Donc, vous imaginez, c'est vraiment un cumul de sucre. Et puis, tout à l'heure, on avait parlé de la fatigue, parce que voilà... tout un métabolisme qui est vraiment chamboulé à cause de ces mauvais choix et ces cumuls. Donc voilà, pour vous montrer que dans le bon glucide, on va le voir, donc c'est les céréales et les fruits qui contiennent du sucre naturel. Et le mauvais sucre hein, qu'on utilise dès le matin, hein, c'est dans le thé. Et puis bon, même si on le met dans le thé, c'est quelle quantité? Ça aussi, c'est le problème que nous avons. Et donc, c'est un très mauvais départ au petit déjeuner avec le sucre raffiné, le sucre blanc et les confiseries. Aujourd'hui, bon, voilà, on ne veut plus manger le qu'on a eu l'habitude de manger depuis des décennies. On est moderne, on veut manger des croissants, on veut manger des pains au chocolat, ou bien, voilà, on veut pas cuisiner, on n'a pas le temps. Eh bien, tout ça nous amène vers des mauvais choix. Bon, on va gagner. Alors, donc, le signe d'une consommation excessive de sucre.
Bon, ça, je vous l'ai mis parce que si par exemple, aujourd'hui, vous consommez un peu, on va dire, vous dépassez la limite qui est quand même recommandée pour le sucre, donc vous allez peut-être, certains vont se reconnaître. Donc, quand on consomme beaucoup de sucre, donc on a une soif intense, une grande faim, prise de poids progressive, donc, etc. Problème dentaire, donc on a les caries parce qu'on mange beaucoup de sucre aussi. Donc, les conséquences d'une consommation excessive de glucides, donc il y a la prise de poids, il y a le risque de diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les maladies du foie, problèmes dentaires, je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, le problème, les conséquences d'une consommation excessive de glucides. Donc là, on va passer à l'autre type de nutriments, les protéines. Donc nous avons les protéines animales et les protéines végétales, je l'avais dit tout à l'heure. Donc c'est important de savoir que pour une raison X ou Y, aujourd'hui, il y a des produits qui sont hyper chers, on ne peut pas se le permettre, mais voilà, on ne peut pas acheter de la viande, mais on peut quand même remplacer par des protéines végétales. Donc les lentilles, les céréales, tout ce qu'on avait l'habitude de manger avant, avec les leha, le moussil qu'on mangeait, le haricot aujourd'hui, et plus personne ne veut manger ça. On veut manger du fast-food, c'est moderne, on veut manger des wraps. Donc voilà, c'est peut-être la facilité, mais ce n'est pas vraiment le bon choix, en tout cas. Donc les protéines à favoriser, donc les légumineuses, les œufs, les produits laitiers et les protéines à limiter, les viandes transformées, parce qu'aujourd'hui l'industrie agroalimentaire se fait beaucoup d'argent et produit énormément parce que on opte pour la facilité. C'est devenu plus facile d'aller au supermarché, c'est plus simple, on s'habille, on prend sa voiture. C'est très facile d'aller au mall, à Géant, que d'aller au marché. Donc on ne peut plus aller au marché pour aller chercher des produits frais et naturels, mais on préfère aller vers le supermarché pour aller acheter des produits industriels. Donc c'est bien beau, c'est bien emballé, mais voilà, c'est vraiment pas le bon choix également. Donc les lipides, donc il faut savoir aussi qu'il y a le bon gras et le mauvais gras. Donc le bon gras, c'est le gras insaturé, donc les huiles végétales. Notre collègue avait parlé de l'huile de sésame qu'elle appelle son petit bijou. Donc vous voyez, même dans les toilettes Djibouti, on a quand même pas mal de bons produits qu'on peut utiliser. Et puis les gras saturés, donc notre soda-glas, ça fait partie de notre culture, mais bon, il faut le situer dans les gras saturés parce que c'est du gras animal. Donc voilà, ça vient si je comprends bien, du bœuf et de la chèvre également. Donc voilà, c'est peut-être culturel, mais c'est pas le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est les huiles d'olive, l'huile de sésame, ainsi de suite. Donc voilà. Pardon. Donc voilà, pour vraiment, comme tout à l'heure, vous montrer où sont les bons gras et les mauvais gras. Donc les mauvais gras, donc les beurres, le petit beurre là qu'on aime bien mettre sur le pain, c'est pas bon non plus, on peut le remplacer. On a vraiment de choix autour de nous. Donc les crèmes fraîches, voilà, tout ce qu'on aime ne sont pas forcément bons. Donc où sont les bons gras, donc les huiles, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, le colza, ainsi de suite. Donc, bien évidemment, ici encore, je fais appel aux produits industriels. Mais vraiment, je vais insister dessus parce qu'on a cette facilité d'aller faire des courses. C'est beau, c'est moderne et tout. Mais voilà, les biscuits, les gâteaux, tout ce qu'on achète, c'est vraiment pas préparé avec des bons produits. Donc, c'est à vous vraiment de faire un choix et d'opter pour des aliments plus sains. Alors, conséquence d'une consommation excessive de graisse, donc qu'est-ce qui peut se passer? Augmentation du taux de cholestérol, prise de poids, encore une fois, problèmes digestifs, etc. Alors là, je vais parler quand même de l'eau qui a aussi une place très très importante parce que l'eau contribue à notre hydratation. Donc si on n'est pas hydraté, on risque d'être très mal au poids. Donc voilà, ici j'ai vraiment dédié un slide rien que pour l'eau,
que voilà, vous compreniez l'importance de l'hydratation, surtout à Djibouti où vraiment on va dire les chaleurs à un certain moment, bon là ça va un peu mieux, mais il y a des moments de pic de chaleur, donc vraiment l'hydratation c'est très important. Donc s'il vous plaît, je mets là l'eau parce qu'on a tendance à préférer les coca, les jus, je sais pas, tout ce qui nous entoure encore. Il y a tellement de produits et de boissons sucrées qu'on va facilement vers ces aliments que vers les bouteilles d'eau, l'eau tout simplement. Et donc les fast-food qui dominent aujourd'hui, on va dire surtout l'alimentation des enfants. Quand on veut faire plaisir, on amène les enfants jouer. Donc automatiquement, tout de suite après, c'est le fast-food qui est proposé. Donc le fast-food également, ce n'est pas du tout un bon choix. Donc mauvais pour la santé en raison de leur forte teneur en calories, gras, saturés, sucre, sel, ainsi que leur faible valeur nutritionnelle. Donc ce qu'il faut voir, si on prend tout simplement les nuggets, donc ce n'est pas des produits naturels, en fait c'est des aliments transformés et c'est très mauvais pour la santé. Donc voilà, les ketchup, ces sauces-là qu'on met, je ne sais pas, sans contrôle, voilà, parce que tout à l'heure on avait parlé, mes collègues ont parlé d'équilibre, il n'y a pas non plus de légumes, on mange rarement de légumes. Donc, et puis après ça, voilà, certaines mangent, beaucoup d'ailleurs, mangent le plat principal avec du coca ou Fanta, ou je ne sais pas en tout cas. Donc voilà. Donc limiter les sucres ajoutés, le sucre blanc là, le sucre raffiné que vous dès le matin que vous mettez dans le thé. Donc prenez conscience, je suis la 3e personne qui parle encore de ce sujet-là, de l'alimentation. Donc si vous aimez le sucre, prenez conscience que le sucre il n'est pas très bon. Ma collègue tout à l'heure avait parlé de les cellules cancéreuses s'alimentent de sucre, de glucose. Donc si vous utilisez 2 morceaux de sucre ou 2 cuillères de sucre, progressivement, à partir d'aujourd'hui ou à partir optez pour 1 cuillère et éliminez au moins la 2e. Et puis vous allez voir que vous allez trouver on va dire, 1 cuillère, petit après une demi-cuillère, et puis voilà, c'est déjà un bon progrès. Donc les protéines, pareil, choisissez les bonnes protéines. Donc on aime bien la viande à Djibouti, mais il faut savoir qu'on a aussi du poisson qui est moins cher. On a une variété, on est à côté de la mer, on a partout la mer. Donc s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, mangez en fonction de ce que votre corps a besoin. Mais ne mangez pas parce qu'on aime ça. Aujourd'hui, quand on parle de légumes, j'aime pas ça, j'aime pas. Non, je veux pas manger de légumes. C'est assez courant dans notre langage. Donc, changez cette mentalité. Les légumes, que ce soit les salades en entrée, vraiment ça équilibre aussi notre alimentation. Donc faites à partir d'aujourd'hui des bons choix. Alors, c'est bon, ça j'ai déjà... alors, équilibre alimentaire. Donc, je vous ai proposé des assiettes équilibrées. J'ai beaucoup peut-être parlé, mais pour vous dire que l'assiette que vous devez avoir, l'assiette saine, c'est la moitié de légumes, protéines et féculents. Pardon. Donc, au moins, vous pouvez avoir légumes, ça c'est votre assiette, légumes, au moins, moitié de légumes, protéines, et puis féculents. Donc, féculents, ça peut être votre riz, alors que nous, normalement, on a le féculent là, qui prend toute l'assiette déjà. Donc, on a déjà le riz qui a pris déjà 90% de l'assiette. Alors que c'est l'inverse. C'est juste ça, c'est bon parce que notre corps n'a pas besoin que de riz, il a besoin d'autre chose. Donc, vous voyez, et puis, donc, ce qui est important dans tout ce que nous avons vu, c'est les légumes. Les légumes ont vraiment un rôle et une place très importante dans notre alimentation et dans notre santé. Donc, voilà, ça, c'est un résumé de ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit. Donc, si vous voulez, ou certains veulent prendre une photo de ça, donc vous pourrez le faire tout à l'heure, Parce qu'il faut qu'on quand même laisse du temps pour les questions et tout ça.
Donc pour le ramadan, pareil, mes collègues en parlaient. Voilà, on a fait... le ramadan aujourd'hui est en vogue. Donc le ramadan est pratiqué, donc peut-être la société djiboutienne pour des raisons spirituelles. Mais aujourd'hui, on est connectés, hein, on est très connectés. On sait qu'il y a même des Occidentaux. Ma collègue avait parlé des Russes qui ont fait beaucoup de recherches sur le jeûne et tout ça. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, le ramadan a des bienfaits. Et il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience des bienfaits du ramadan. On a cette opportunité, on a, on va dire, cette habitude culturelle, parce que c'est rentré dans notre culture, hein, le ramadan. Donc chaque année, on se prépare, mais on se prépare pour gâcher en fait l'effort qu'on a fait, parce que tout au long du moment où on est en train de jeûner, on s'abstient. Et puis dès qu'il fait 18 heures, là, tout l'effort est gâché, parce qu'on commence à manger tout et n'importe quoi. Et surtout des sucreries, en fait. C'est la friture et les sucreries qui dominent nos assiettes. Donc normalement, voilà, le ramadan a des bienfaits et il faut en profiter. Donc pour ceux qui ont un objectif de perte de poids, c'est l'occasion. Pour ceux qui veulent retrouver un confort intestinal, vraiment se sentir bien, léger, parce que les cellules se renouvellent. C'est une détoxification aussi, on élimine tout ce qui est mauvais. Mais si après 18 heures, après avoir fait un long effort, on commence par des jus chimiques en plus, les poudres là qu'on mélange avec du sucre, il n'y a rien de bon dans ça. Rien de bon, on se gave de choses qui n'ont rien de nutritif. Donc voilà, donc moi je vous conseille d'opter pour des boissons non sucrées. L'eau plate, c'est très bien. Vous avez jeûné, mais prenez de l'eau, parce que tout à l'heure on avait parlé des dattes qui sont très riches. Donc pas besoin de prendre un jus qui n'est pas du tout nutritif et qui n'a aucun apport, on va dire, intéressant. Donc les boissons chaudes, les thés épicés, tout ça c'est bien. Donc bien évidemment en réduisant le sucre, optant pour des jus frais et donc évitant ces jus sucrés, hyper sucrés. Donc sambusa, beignet. Bon, j'ai dit en petite quantité parce que c'est rentré dans nos mœurs, hein, le sambusa, le ramadan. Mais voilà, il faut consommer avec modération, hein, parce que si on mange et les sambusa, et les beignets, et les khamir, et je ne sais quoi d'autre encore, c'est vraiment beaucoup de gras, hein. Donc il faut limiter. Donc 2 sambusa, c'est bien. Et donc là, je fais appel aussi au mode de cuisson, four, air fryer pour ceux qui en ont. Et optez pour les shorba, les soupes, c'est très bien. Et il y a beaucoup, vous pouvez mettre les légumineuses dans vos soupes, flocons d'avoine. Donc il y a beaucoup de recettes. Vous utilisez beaucoup vos téléphones, mais donc et utilisez aussi à bon escient. Vous pouvez trouver des très bonnes recettes sur Internet. Donc les salades de fruits, c'est très bien qu'au lieu de prendre des jus, des salades de fruits sans banane, parce que la banane elle est très calorique. Le yaourt nature, donc voilà. Et pour le suhour, voilà, tout à l'heure ma collègue avait parlé des fibres, des céréales. Donc voilà, l'avoine, de la banane, yaourt nature et beaucoup d'eau. Donc voilà, et surtout, si je touche un peu l'aspect préparation pour le ramadan, dès aujourd'hui, commencez déjà à diminuer vos quantités. Hydratez-vous beaucoup. L'assiette que vous avez vue, la moitié de légumes, moitié féculents et moitié, ce sera déjà très bien. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Nadia. Bon, excusez-moi, j'étais peut-être... Merci. Merci, Nadia. C'est un très grand rappel quand même. Depuis que je suis à Djibouti, je mange n'importe comment. Donc, c'était un très bon rappel. Merci beaucoup. J'ai d'autres questions pour le docteur. On va parler un peu du gluten, parce que vous avez dit un ramadan sans sambusa, c'est pas un ramadan, mais soyons conscients de ce que nous consommons. Donc, le docteur va nous donner quelques lignes sur le gluten, les céphalées, on a dit, et comment booster toute cette détox, au fait. Voilà, j'ai 3 questions et peut-être que j'ai oublié une 4e, mais on va commencer par ça. Donc, pour le sambusa, déjà, oui, c'est vrai que le sambusa, c'était avec de la farine.
Donc, il y a le souci du gluten. Mais il faut savoir aussi, le gluten, c'est devenu maintenant un peu à la mode. Et il y a beaucoup de personnes qui, peut-être n'ont pas vraiment besoin d'arrêter le gluten, commencent à faire ça. Donc maintenant, comment faire la part des choses? C'est simple. En médecine fonctionnelle, on fait ce qu'on appelle l'elimination diet. C'est-à-dire, on va éliminer un aliment qu'on soupçonne, on ne se sent pas bien, on élimine le gluten pendant 3 semaines. Et puis, après ces 3 semaines, on va évaluer est-ce que réellement nos symptômes ont disparu. Et après ça, on va le réactiver. Donc, alors, alors c'est en fait un peu la technique pour savoir est-ce que réellement on est intolérant au gluten ou pas. Et pour ne pas se priver, et aussi c'est vrai que le gluten est mauvais pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Et donc il faut faire la part des choses. Et on peut justement profiter du ramadan pour faire ça, peut-être arrêter le gluten pendant quelques semaines et évaluer. Alors le sambusa, on a parlé aussi parce qu'on en a parlé, on a un peu comparé à la pizza. Et donc oui, c'est vrai, c'est un peu culturel, mais comme je vous ai dit, il faut juste pas commencer avec le sambusa, on peut commencer avec quelque chose où il n'y a pas de sucre de préférence, c'est-à-dire on a parlé des salades, de tout ce qui est, j'aime bien l'avocat aussi. Et on peut aussi, en pratique, on va dire que vous avez parlé de la détox aussi, n'est-ce pas? Donc la détox, oui, le ramadan, on peut considérer que c'est une sorte de détox. Le jeûne, en général, c'est une détox. Alors la détox, c'est quoi en fait? On fait sortir des toxines des cellules. Maintenant, ce qui est très important à savoir, c'est que ces toxines qu'on va faire sortir, elles doivent être évacuées. Et beaucoup de gens font l'erreur. Donc ils font des détox, que ce soit le jeûne ou autre, sans activer le transit. C'est très important. Il faut activer le transit pour n'importe quelle méthode dans n'importe quelle méthode de détox, parce que ces toxines qu'on a fait sortir, si on est constipé, eh bien, ils vont juste se déloger, ils vont changer de place et on va se sentir encore pire qu'avant. Et aussi en rapport avec les céphalées. Donc les céphalées, ça peut être justement à cause d'une détox mal faite, si on n'a pas préparé la détox. Et en général, moi, ce que j'aime bien, sincèrement, pour les patients constipés, juste avant de commencer le ramadan ou pendant le ramadan, c'est le lait caillé, le lait de chamel caillé. C'est très efficace. Ça rapporte des probiotiques, ça rapporte de l'acidité. L'acidité, c'est très important pour la digestion. Et voilà, donc prendre une petite gorgée au moment de liftage, ça aide beaucoup. Et donc, c'était pas assez. Oui, oui, donc pour les personnes qui aiment bien le riz, qui ne peuvent pas s'en passer, le riz blanc, je parle du riz blanc, sinon le riz complet, il n'y a pas de souci. Donc pour le riz blanc, il y a une étude qui a été faite qui a démontré que le fait de manger le riz blanc, un bol de riz blanc, et de marcher 10 minutes après, ça permettait justement de un peu contrer les effets, les mauvais effets du riz blanc. C'est-à-dire ce pic, on a toujours peur du pic glycémique qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce qui est le plus délétère. Donc si on arrive à faire monter la glycémie doucement, et ça c'est possible avec une petite marche de 10 minutes. C'est-à-dire, par exemple, si on a fait l'iftar et après on doit aller à la mosquée, au lieu de prendre la voiture, on peut tout simplement marcher. Il y a aussi une autre méthode aussi qu'on peut utiliser si on a fait par exemple un iftar trop gras, peut-être on était invité, on n'a pas choisi vraiment nos aliments. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle le muscle solaire. C'est un muscle très fort, c'est le muscle qui a la contraction la plus puissante au niveau du corps. C'est tout simplement le muscle des mollets. Donc il y a un petit mouvement qu'on peut faire, c'est tout simplement de faire bouger, de contracter les mollets. Et vraiment pendant 1 minute, et c'est ce qu'on appelle aussi les snack exercices, c'est vraiment très court et ça fait des effets plus que les médicaments hypoglycémiants sur la sucre, c'est très très fort. Merci, vraiment merci beaucoup. Tu voulais ajouter quelque chose sur les pratiques, c'est ça? Ok. Et après, il passe une question. Ah, très bien. Donc en fait, les pratiques et les gestes qu'il faut vraiment privilégier, c'est
Tout à l'heure, un docteur nous avait parlé, c'est plutôt les crudités. Il faut toujours commencer par des crudités. Une fois que tu as pris les crudités, tu pourrais manger ensuite le riz. Pourquoi? Non, les protéines après. Juste après les crudités, tu manges des protéines. Pourquoi? Parce que les protéines, ils essayent de ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Et les crudités, pourquoi? Parce que les crudités, on dit toujours que les crudités, ils préparent l'estomac au cuit. Donc, quand l'estomac va recevoir le cuit, les crudités, déjà, ils stimulent la bile et les sucs gastriques, raison pour laquelle ils facilitent la digestion. Après, on n'aura pas un inconfort digestif. Quand on a mangé les crudités, ensuite les protéines et enfin le riz. Pourquoi? Parce que le riz, dans le ventre, il se fermente. Raison pour laquelle on a toujours un ballonnement, juste après avoir mangé, un ballonnement ou un ventre gonflé. Une fois qu'on a pris les protéines et qu'on a pris les crudités bien avant, ensuite les protéines, enfin le riz, on n'aura pas cet inconfort-là. D'autant plus que quand le riz, pour éviter que le riz se fermente dans notre digestion, il faudrait mettre beaucoup d'épices. Les épices qu'on met dans notre riz, en fait, c'est pas pour l'odeur, en fait, c'est plus pour en fait notre digestion. Le cumin, l'étoile d'anis, la fenouil qu'on met dans notre riz, les épices, le poivre noir, tout ça sert à ce que notre digestion soit beaucoup plus fluide. Vous ne prenez pas ce ballonnement et ce ventre gonflé que plus tard, on a un petit ventre bien gros, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle on préfère mettre des épices dans le riz. Voilà. Merci beaucoup. Oui, alors merci vraiment merci. Non, c'est top, merci. J'allais rajouter un petit... D'accord. Le docteur va ajouter quelque chose sur Stéphanie après toi. Rapidement, et on va rapidement. peut-être accepter quelques questions. Oui, voilà. Oui, les céphalées, ça dérange beaucoup de personnes au premier jour du ramadan. C'est vrai que ça peut être dû au sevrage pour les gens qui prennent, par exemple, du café noir. Mais aussi, souvent, c'est dû à la déshydratation. On ne pense pas souvent à ça, mais le fait de boire de l'eau uniquement, c'est bien, mais ça ne permet pas l'hydratation d'une manière très forte. Donc, ce que je conseille, c'est de prendre de l'eau avec ajouter du sel. Voilà. Le sel de la cassale est très bien, c'est du sodium pur. Et on ajoute aussi soit de l'ortie, soit du céleri, parce qu'il y a justement le potassium, le magnésium. Et donc on obtient une boisson hyper minéralisée qui pourra, voilà, et ça fonctionne bien contre les céphalées, souvent c'est le problème de déshydratation. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, merci. Donc moi, j'aimerais rajouter une dernière chose par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc très important de retenir qu'on a pas mal d'aliments qui nous entourent, mais il est très important de faire les bons choix. Donc vraiment, aujourd'hui, à Djibouti, nous avons accès à toutes les protéines. Nous avons également beaucoup de choix en légumes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de légumes qui nous proviennent de Assamon, de la région de Anis Abih. Donc moi, je vais souvent au marché pour aller chercher mes bottes d'épinards. Et donc, c'est quand même malheureux de voir que chez certaines vendeuses, les légumes qui devaient vraiment partir comme des petits pains, des fois s'abîment sur les étalages. Donc vraiment, les femmes, dans notre culture, bon, je dis les femmes parce que c'est nous qui sommes au devant des cuisines et tout ce que l'alimentation dans la maison. Donc vraiment, prenez conscience de ça, de cette diversité que nous avons. C'est vraiment des boîtes d'aliments très riches à 100 francs. Mais bon, on ne trouve pas le temps, ou je ne sais pas, peut-être qu'on n'y pense pas à aller. Donc c'est important de savoir. Aujourd'hui, on a le céleri qui pousse à Djibouti, on a des épinards, on a pas mal, on a même des salades. Des salades frisées, on a tellement d'aliments. Donc sincèrement, je vous invite à vous approcher. Donc c'est bien d'avoir des femmes de ménage, mais les femmes de ménage, ils ne peuvent pas vous remplacer. Donc c'est à vous de vous impliquer dans la cuisine. Donc si vous faites l'effort, vous faites profiter vos enfants, vos maris, vous aidez toute la famille. Donc vraiment, approchez-vous. C'est un peu difficile d'aller dans la cuisine parce qu'il fait chaud déjà, on a été au travail.
mais vraiment, le bénéfice, il n'est pas à négliger. Donc vraiment, rapprochez-vous de vos cuisines et allez faire des courses, allez au marché, découvrir ce qu'il y a et pour vraiment varier, proposer des plats colorés dans la maison. Apprenez vos enfants à manger des fruits et des légumes, enfin tout le monde. Merci. Alors, un dernier mot pour manger en conscience du docteur. Donc, en médecine fonctionnelle, on insiste beaucoup sur ça, c'est de manger en conscience, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on a jeûné et après, bon, la personne elle a faim et souvent on va manger rapidement. Alors, on ne va pas prendre le temps de mâcher les aliments et c'est très important. Et éviter l'écran quand on mange. Le mindful eating et le manger en conscience, c'est vrai qu'en médecine fonctionnelle on en a parlé, mais dans notre religion, c'est un concept qui existe depuis longtemps. Et donc, voilà, il faut prendre le temps de manger son repas et ça change beaucoup sur le plan métabolique. Ouais, juste le fait de faire ça. Merci vraiment, gratitude. J'ai aimé cette conférence. C'était passionnant, j'espère que vous avez aimé cette conférence. Hasna, je ne sais pas s'il y a des questions des participants. Ok, on ne va pas accepter beaucoup de questions parce qu'on n'a qu'un micro. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec Sadir. Sadir, tu es là. Donc, parce qu'il faudrait qu'on vienne ici. Ah, il y en a un qui marche. Bonsoir. Bonsoir. Je tiens tout d'abord à vous remercier, modératrice Gazira, ainsi que l'ensemble de panélistes pour cette conférence d'une grande clarté. C'est un privilège d'avoir accès à une expertise aussi complète pour nous aider à préparer ces mois bénis sereinement. J'ai une question pour le docteur Renaki. Docteur Renaki, pour une personne naturellement très sensible au stress et au environnemental ou à la fatigue émotionnelle, comment le jeune peut-il devenir un véritable outil de régulation du système nerveux plutôt qu'un facteur de stress supplémentaire? En fait, j'aimerais aborder cette question de l'hypersensibilité. Une personne ayant un système nerveux très réactif, quels sont vos conseils à donner pour que le jeune soit comme une période de régénération nerveuse? C'est une très bonne question, vraiment. Très bonne question, mais on aura besoin d'un écran. Parce que j'ai eu l'impression qu'on est obligé de prendre le micro. On n'a qu'un seul micro, donc ceux qui ont des questions, peut-être venir vers là, comme ça va être plus rapide. La question, elle est magique. Ah oui, ça c'est une bonne question. Alors oui, donc le jeune, comment il peut aider au niveau neurologique quand on a une sensibilité au niveau neurologique? Tout d'abord, il faut savoir que le jeune fait ce qu'on appelle un shift aussi au niveau neurologique, c'est-à-dire on passe du système qu'on appelle le système sympathique vers le système parasympathique. On active le jeune bien fait, quand il est bien fait, il active le nerf vague. Donc le nerf vague, c'est quoi? En fait, c'est un nerf, on l'a appelé vague parce qu'il touche à tous les organes. Et c'est ce nerf qui permet au corps de se calmer, de se régénérer, de fonctionner avec une harmonie. Donc d'une part, le jeûne, voilà, il va nous permettre ça. Et il ne faut pas oublier que le ramadan, ce n'est pas que le jeûne. Il y a une grande spiritualité aussi. Et cet instant, quand ils sont faits avec la méditation et la gratitude, ça permet aussi de toujours, en activant le nerf vague, parce que c'est à travers ça qu'on peut renforcer notre système neurologique. Merci. Alors, vous avez vu qu'on a obligé de faire un marathon, on n'a qu'un seul micro, donc si vous avez des questions, s'il vous plaît, rapprochez-vous. Ok, merci beaucoup. Je remercie les panélistes par rapport aux enseignements qu'ils ont eu à donner et pour cette conférence qui s'est tenue pour pouvoir informer un peu la masse populaire. Je pense qu'il faudrait aller au-delà de ça parce que ça, ce n'est que ponctuel
Et comme vous le voyez, il n'y a que quelques personnes ici. La masse critique se trouve dans les quartiers, dans les villages. Et je crois qu'il faut aller au-delà de ça en faisant peut-être des activités promotionnelles de ces informations pour que les gens de plus en plus prennent conscience. Parce que j'ai eu à faire cette remarque, ça fait moins de 2 ans que je suis ici et j'ai discuté avec une collègue pharmacienne qui a fait ses études au Mali, je suis originaire du Mali, et je lui avais dit, elle avait eu une idée d'ouvrir une boîte où elle va donner des conseils nutritionnels pour aider un peu la population à changer de comportement. Et le changement de comportement se fait de façon vraiment très progressive. C'est très lent les résultats, mais il faut vraiment que cette vulgarisation puisse se faire. Parce que s'arrêtant à ça, ça ne va pas suffire. Ceux qui sont là vont prendre les enseignements. Ce n'est pas tout le monde qui va pratiquer. Peut-être qu'ils vont en parler autour d'eux, mais il faut vraiment trouver d'autres moyens pour pouvoir sensibiliser davantage. Par cela, moi-même, je m'y intéresse. Et par exemple, avant de faire quelques consommations, que ce soit du sucre, des glucides, j'ai étudié comme quoi on peut prendre un verre d'eau avec une cuillère à soupe de vinaigre, quel que soit le vinaigre blanc, vinaigre de cidre, ça permet d'éviter les pics glycémiques. Ça peut aider par rapport à ça. Donc il y a certaines petites pratiques, si on arrive à intégrer ça dans nos quotidiens, ça va beaucoup nous aider à avoir ces pics glycémiques et avoir de la résistance par rapport à cette insuline qui va favoriser ce diabète de type 2. Et je crois qu'il faut aller vraiment de façon très progressive et sensibiliser la masse pour que ce changement de comportement puisse venir. Et comme vous l'avez dit également par rapport aux légumes, j'ai des collègues, ils n'aiment pas du tout les légumes. Du tout, hein. Ils te le disent carrément. Et ça, il faudrait changer les comportements par rapport à ça. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un certain nombre de vitamines pour pouvoir réguler le système de notre corps, à l'aider à avoir un système immunitaire qui est un peu plus puissant. Donc c'est un peu quelques remarques que j'avais et questions par rapport à ce que j'ai dit concernant le vinaigre. Merci. Merci. C'est noté, merci. Il y a une autre question. Il va passer pour monsieur là-bas. Là-bas, un film de soins. Ah oui. Tu peux me passer, j'aimerais mettre le dernier slide pour montrer si tu peux appuyer. Salam alaikum. Bravo d'abord aux organisateurs, aux organisatrices. Machallah, c'est un débat très relevé. J'avais 2 questions et puis une suggestion également. La première, c'est est-ce que c'est possible, la présentation que vous avez faite, de pouvoir le télécharger ou que vous pouvez partager avec nous? Je pense qu'il y a une richesse dessus et puis vous avez quand même mis du temps pour préparer ça. Et on aimerait bien peut-être que si possible, si on peut le télécharger ou en tout cas le recevoir. La deuxième question, ce serait tout à l'heure, et puis je pense que le 3, vous avez fait d'une façon un peu plus ou moins identique, l'importance du ramadan, mais également l'importance d'une bonne alimentation. Une alimentation qui ne peut pas se résumer seulement que la période du ramadan. Alors, j'aimerais apprendre plus, parce qu'on entend souvent à l'extérieur, ou même ici, pas vraiment chez nous, mais plus à l'extérieur, des gens qui parlent de jeûne intermittent, qui est très pratique dans le sens où c'est pas religieux, c'est pas culturel, mais c'est plus dans le sens de retrouver tout ce que vous avez dit, certaines alimentations saines et surtout hygiène de vie. Alors, après le ramadan, le lien que vous avez fait, je pense surtout la première présentation, le docteur, vous avez parlé de pic de glycémie, de pouvoir le matin avec la courbe qui était. Et quelles sont les recommandations que vous pourrez suggérer, plus après le ramadan aussi, pour pouvoir, bien sûr, avec ce que vous avez tous recommandé pendant cette période, que ça puisse aussi continuer dans parce qu'on a quand même 11 mois qui nous restent après. Une toute dernière, ça c'est une suggestion que je dirais, au-delà du bienfait de l'alimentation et bien sûr du spirituel, moi je suggérerais également l'activité sportive. Je sais que Nadia, j'apprends ce soir, vous faites la Zumba, c'est très intéressant, je vous encourage à y aller.
Mais je pense que la pratique du sport également pourrait constituer un équilibre. Que ce soit après le tarawih, parce que c'est sûr que chez nous, le tarawih, on ne finit pas si tard, de peut-être faire quelques minutes de marche, ou plus si vous pouvez, minimum, ou sinon faire plus. Je pense que le sport, dans ce que vous avez expliqué, il sera un complément également de la santé et tout ce que vous avez dit. Merci. Donc, à propos du jeûne intermittent, alors c'est vrai qu'on considère que le ramadan est une sorte de jeûne intermittent, mais ce dont j'ai parlé au tout début, mais effectivement, au début, j'avais parlé des mécanismes par lesquels le jeûne il fonctionne et comment on arrive à atteindre les bienfaits du jeûne. Il y avait l'autophagie. Et j'avais expliqué que l'autophagie, elle s'active à partir de 12 heures. Elle s'intensifie vers 24 heures, mais elle atteint son maximum à 36 heures. Donc je sais qu'au ramadan, on ne va pas faire un jeûne de 36 heures. D'ailleurs, je n'encourage pas ça. Mais dans les jours normaux, c'est possible de faire ce type de jeûne intermittent et d'aller, bien sûr, c'est un jeûne qui doit être accompagné par un professionnel de santé formé et on peut aller jusqu'à 36 heures. Et là, vraiment, on va débloquer tout ce qu'on avait vu pour l'autophagie, c'est-à-dire l'auto-guérison du corps. C'est un programme très puissant et je crois que oui, il faut l'essayer au moins une fois dans sa vie, mais c'est quelque chose qui doit être préparé et accompagné. Sinon, pour éviter les pics glycémiques dans les jours normaux, c'est-à-dire quand on prend notre petit déjeuner, alors le petit déjeuner doit être bien sûr, on va éviter les glucides, on va éviter les sucres au moment du petit déjeuner parce qu'on revient au même concept qu'on a dit tout à l'heure, c'est la même chose quand on jeûne. Le petit déjeuner, c'est comme si on a jeûné toute la nuit, on n'a pas mangé toute la nuit. Et c'est la même chose que pendant le ramadan, sauf que le ramadan, on a jeûné la journée. Donc la première bouchée, c'est très important et c'est pareil pour le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, on va commencer par quelque chose, on a le choix entre les œufs, par exemple, ce sont des protéines, de l'avocat, c'est de la graisse, par exemple, une salade d'avocat, des protéines. J'aime bien les galettes djiboutiennes aussi, elles ne sont pas trop sucrées, à condition qu'on mette un peu de soubak dessus, pas du sucre, pas de Nutella. Donc la première bouchée va déterminer ce qui va se passer au niveau de notre sang après, de la même manière que la première bouchée au niveau des vitales. Parce que c'est une sorte de jeûne aussi quand on dort. Merci beaucoup, docteur. Et pour la première question, comme vous avez vu, c'est un PowerPoint, donc c'est c'est beaucoup. Par contre, je vous invite à suivre dans les réseaux sociaux Nadia de l'association Nutrition Sport. Sport et alimentation. Voilà, sport et alimentation. Et aussi Anna, donc vous pouvez retrouver ces papiers ou ces informations dans leurs réseaux sociaux. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Le sport, ah oui, le sport, Tarawih. Ah oui, donc pour le sport, oui, au cours du ramadan, j'aime bien ce qu'on appelle les snacks exercices. C'est des snacks, c'est pas quelque chose qui se mange, mais voilà, c'est des petits exercices de 1 minute exactement. On peut même faire moins qu'1 minute. Alors on a le choix entre les squats, le jumping jack, donc ça doit être un mouvement assez fort et qu'on va faire pendant 1 minute. Ça veut dire qu'on n'aura pas vraiment le temps d'entrer dans tout ce qui est déshydratation et problèmes parce qu'on est en train de jeûner. Mais en même temps, on va bien profiter. Je vous dis qu'on profite très bien parce que même pour les patients sédentaires qui ne partent pas à la salle de gym, rien qu'en faisant ces sortes de snacks exercices, ils diminuent leur taux de mortalité de 50%. Donc ce n'est pas rien. J'aimerais peut-être rajouter sur le sport. Alors, pour rajouter sur la pratique du sport, donc, alors l'idée est d'être actif. Parce que, souvent, on n'a pas le temps d'aller dans une salle de sport, mais voilà, opter pour, on va dire, un rythme de vie moins sédentaire. Donc, si vous avez le choix entre, un exemple, si vous avez le choix entre l'ascenseur et les escaliers,
ce qui est mon cas, moi je prends les escaliers. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, faites des petites distances à pied pour ne pas vraiment, voilà, pour faire comprendre qu'il y a aussi l'alternative, à défaut d'aller dans une salle de sport, mais rester active. Bon, donc marcher, bon, c'est bien d'avoir des véhicules, mais voilà, vous pouvez faire des petites distances en marchant. Donc voilà, après avoir mangé, que ce soit après le souper ou je veux dire plutôt le after ou bien le dîner. Donc vous pouvez faire des petites marches en famille, c'est très agréable, surtout que la période elle est quand même agréable aussi, cette période de Ramadan. Donc voilà, vraiment restez active, marchez, prenez les escaliers plutôt que les escalateurs. Donc voilà, on peut donner un conseil sur celle-ci. Il y a quelqu'un qui veut poser une question? J'avais un petit conseil, mais vraiment très très puissant à donner. Ce conseil-là, c'est que nous, à Djibouti, on a cette manière très rapide de manger. On est vraiment des gens très très enthousiastes, très rapides, je ne sais pas pourquoi, mais on est toujours pressé de manger. On vient à table, tac tac, et on sort. Donc, le conseil que je donnais, c'est qu'il faut manger très très lentement et vraiment prendre son temps, bien mastiquer. Pourquoi? Pour notre digestion. Et aussi, je voulais te dire, lorsqu'on mange quelque chose, par exemple, lorsqu'on mange un bol de salade de légumes, soyez conscient que la betterave qui se trouve dans cette salade, elle va vraiment vous nettoyer de l'intérieur. Elle va vraiment détoxifier votre foie. Il faut prendre conscience. Quand tu prends une tisane de cumin ou de fenouil, pense que cette tisane de fenouil et de cumin va vraiment t'aider pour ta digestion. Vraiment, il faut manger avec conscience, être présent. Manger, par exemple, quand tu manges une salade de fruits, dis-toi que cette salade de fruits va te donner beaucoup d'énergie aujourd'hui et que tu vas être, voilà, c'est manger avec conscience et pensant que cette nourriture-là, tout à l'heure je me disais, notre nourriture ne va pas nous piéger. Donc pensez que cette nourriture va plutôt faire un travail quand on va être notre médicament. Voilà. Justement, pour manger avec conscience, j'ai une petite astuce que je propose aux patients souvent. Je leur dis tout simplement, quand voilà, il y a l'iftar, l'adhan, on va prendre des petites dattes, on va boire de l'eau tiède. Si c'est minéralisé avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est très bien. Sinon, uniquement de l'eau tiède ou une tisane. Et puis, aller prier et retourner pour manger. Ça vraiment, ça aide. Je ne sais pas comment le décrire, ça va diminuer et la personne elle sera plus consciente pour manger. Voilà. Ah, il y a une dernière question là-bas. La dernière, hein? Non, parce que... Il y en a ici aussi, là, il est bon. Là, Salam alaikum. C'est vraiment très intéressant et très riche votre présentation. Merci à vous toutes. J'ai des questions pour le médecin. Docteur, je voulais savoir premièrement quels sont les compléments d'aliments qui vous nous conseillez pendant le ramadan et au ramadan. Et deuxième question, comme vous avez expliqué vous-même, est-ce que, vu que la médecine fonctionnelle ne soit pas à la même manière que la médecine conventionnelle, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire un régime alimentaire une fois ou deux fois par an? Et puisque nos plats, en fait, ce n'est pas très sain et qu'on préfère les fast-food qu'aux plats sains, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire un régime alimentaire? Et quels sont, pendant le ramadan et au ramadan, les compléments alimentaires que vous nous conseillez pour la détoxification de l'organisme? Merci. Donc, on va y arriver. Alors, oui, pour aider un peu ce procédé de détoxification qui est naturellement activé quand on jeûne, oui, il y a plein de compléments alimentaires qu'on peut prendre. Le premier, je trouve que c'est la NAC, c'est ce qu'on appelle la N-acétylcystéine. C'est un complément alimentaire qui aide le foie
à détoxifier, parce que la détoxification se fait principalement au niveau du foie. Et quand on a un foie déjà fatigué, comme vous avez dit, parce que à cause des fast-foods, eh bien, ce foie, à un moment donné, quand on est en train de faire la détox et qu'il voit cet afflux de toxines d'un seul coup, ce tsunami de toxines, c'est bien de l'aider un petit peu. C'est au cas par cas, bien sûr. En fait, moi, ce que j'aime bien faire en pratique, c'est une préparation. C'est-à-dire, on va faire des bilans de sanguin et on va voir justement le foie, à quel niveau on est, faire un peu le point. Et après ça, oui, on peut prescrire, comme je vous ai dit, l'ANAC. Il y a aussi le chardon-marie. Il y a aussi des trucs plus pratiques comme la coriandre, qu'on trouve à Djibouti, par exemple, la coriandre en graines. Ça permet aussi d'aider le foie pour la détoxification. Et je pense que vous avez parlé aussi des... Alors, la détoxification, on peut l'aider aussi par d'autres manières que les compléments alimentaires. Le fait juste de faire ce qu'on appelle des massages aussi détoxifiants. On peut aussi utiliser le sauna, mais on n'a pas besoin de ça. Donc c'est un sauna naturel, on va dire. Donc la détoxification, on peut l'aider aussi au niveau de la peau, c'est-à-dire quand on fait justement le sport, on sue. Et ça c'est une forme de détoxification. Et voilà, prendre une douche après pour se débarrasser de ces toxines. C'est quoi la dernière? Alors, par contre, j'aime bien la vitamine D. Je conseille fortement les gens de voir leur taux de vitamine D avant de commencer à jeûner. Parce que la vitamine D, elle est très importante sur le plan métabolique. Donc, les gens qui souffrent beaucoup quand ils jeûnent, souvent c'est justement en rapport avec la vitamine D. Donc, souvent je mesure ça et je ne sais pas pourquoi. Je trouve beaucoup d'hypovitaminose et quand on corrige ça, ça aide aussi beaucoup sur le plan métabolique. Voilà. On avait répondu à toutes les questions. Merci. C'est bon, les jours. Merci, pardon. Je lis des possibilités. Des possibilités aussi, ça dérange beaucoup les gens. Parce que je félicite les ministres qui sont présents ce soir. C'était vraiment très enrichissant mon discours. Donc, je voulais vous mettre au point sur l'allaitement et le ramadan. Donc, je veux vous demander, je suis une maman, j'ai accouché à peine il y a 2 mois. Donc, hors de la religion, par exemple, la religion ne nous impose pas de jeûner. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que c'est possible? Quels sont les aliments à adapter pour jeûner en fait? Bravo. Donc, voilà, on trouve une valeur. Trop belle question. À savoir que jamais exclusivement. Oui. Donc, quel micro vous? Ok. Merci. On a besoin de micro. Là, je pense que ça marche. Souvent, je conseille les mamans qui allaitent de jeûner. Parce que ça donne tout simplement du... Donc, oui, je conseille aux mamans qui allaitent de jeûner, mais à condition, bien sûr. Donc, je les conseille parce que ça donne du lait très pur, de très bonne qualité pour le bébé. Et ça a été prouvé scientifiquement. Et sinon, les conditions, c'est quoi? C'est de voir ton taux de fer. C'est très important. La lactation et le fer sont très liés et beaucoup de gens ne le savent pas. Et donc, si on n'a pas assez de fer, la maman va trop se fatiguer. Et aussi, je vérifie aussi les vitamines du groupe B. Donc ça, je le fais en général pour les personnes qui veulent jeûner, mais surtout pour une maman qui allaite ou pour une femme enceinte. Merci. Merci pour cette question. Je suis aussi une maman allaitante, donc c'était. Par contre, docteur, on m'a aussi dit que puisqu'il y a des toxines quand on allaite, au fait, est-ce que les toxines ne vont pas vers le bébé? Non. C'est ce que j'ai entendu. Le processus, on n'a pas encore découvert complètement comment se forme le lait. Vous savez que c'est encore quelque chose de mystique. Voilà, vraiment, la science n'a pas encore pu vraiment déterminer la façon exacte. Mais ce qu'on sait, c'est que le lait, c'est la chose la plus pure. C'est-à-dire qu'on remarque que même la maman, quand elle n'a pas assez de fer, elle va donner tout son fer à son bébé. Donc, on privilégie toujours cette formation de lait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parlé
parler de fer, et la montée laiteuse aussi. C'est très important d'être aligné au niveau vitaminique. Et cette erreur, beaucoup de mamans le font, et après c'est les chutes de cheveux, c'est la fatigue. C'est les dents qui cassent. Voilà, et on ne sait pas pourquoi. Ah, tout simplement, tu as tout donné au bébé. Et voilà. Ok. Merci beaucoup. Ah, les aliments à prendre, moringa. Alors, ce qui est connu déjà, la fenugrec, c'est très connu. Alors, fenugrec, il y a une façon de la prendre. Alors, c'est pas en poudre, fenugrec, c'est hulba. C'est pas en poudre la soupe, non, c'est plutôt pour booster la force de la fenugrec. On va la tremper dans l'eau toute la nuit, et le matin, c'est ces graines qui ont presque germé. C'est une sorte de mini-germination qui on va éliminer tout ce qu'on appelle les phytates, c'est les antinutriments, et on pourra vraiment tirer le meilleur de la fenugrec. Et c'est très fort pour la lactation. Wow, merci. Merci, docteur. Est-ce qu'une dernière question, et après on se dit au revoir et bon ramadan. Une dernière question? Là-bas. Aïe. Merci. Les panels, c'est surtout les questions. Le panel, c'est surtout les questions. Je pensais que j'allais rater l'occasion pour laquelle je suis venu. Vous avez beaucoup parlé de diète et de nutrition, mais je voulais m'arrêter sur la diabète. J'ai une maman qui, depuis 22 ans maintenant, diabétique de type 2. Le matin, elle prend l'insuline Mixtar et la nuit, le Scolotus. Depuis le ramadan dernier, elle a commencé à jeûner. Mais elle n'aboutit pas à terminer les 30 jours sur 30. Il y a des fois où elle prend ce avec nous, mais à bout de midi, son taux de l'insuline monte et elle casse son gène. Est-ce que vous pourriez conseiller ce moment-là à propos de son taux de blanc sanguine ou nutriments? Merci beaucoup. Merci, très bien. Alas, on t'a fait faire du sport là. Merci. Alors, oui. Alors, j'ai compris que votre maman, elle est sous insuline, d'accord? Elle est diabétique type 2, sous insuline, elle prend 2 fois l'insuline. Donc, tout d'abord, si elle veut jeûner, la première chose à faire, c'est... donc, j'imagine qu'elle n'a jamais fait d'événement majeur, c'est très important. Je parle de l'acidocétose et tout ça, qui contre-indique complètement le jeûne. Donc, on va dire qu'il n'y a pas ça. Et donc, le plus important quand une personne veut jeûner, c'est qu'elle doit voir avec son médecin pour diminuer le taux d'insuline. C'est très important. Donc, elle prend 2 fois. En général, quand la personne décide de jeûner, on garde uniquement celle du soir et on élimine celle du matin. Parce que le suhoor n'est pas aussi consistant que le ftour. Donc, c'est parmi les recommandations, c'est de garder uniquement l'insuline du soir. Et vous avez parlé aussi de l'alimentation. Eh bien, ça doit être tout ce qui est glucides complexes. Et c'est très, très important pour elle d'éviter le sucre. Et souvent, les diabétiques ne comprennent pas ça. Moi, j'ai jeûné, donc oui, j'ai besoin de sucre. Non, en fait, c'est comme d'habitude. Un diabétique, même quand il jeûne, ne doit pas prendre du sucre. Parce que son métabolisme, il est un peu déréglé, on va dire. Et quand on lui donne du sucre, et ça va se répercuter pendant toute la journée, et ça va donner paradoxalement des hypoglycémies après. C'est ce qu'on appelle les hypoglycémies post-prandiales, ça vient après. Donc c'est très important que ce soit vraiment un truc personnalisé. Et voilà, sa maman, j'aimerais bien voir oui, le docteur a préparé quelques formulaires pour les personnes qui sont au diabète, c'est ça? Oui. Pour à remplir et puis aller la voir au CHU du Djibouti. À l'hôpital Pelletier. À l'hôpital Pelletier. Oui. Ici, c'est donc vous pouvez récupérer je crois qu'on a tout dit. Merci. Oui. Aïe. Pardon? Le slide? Le dernier slide. Celui-là? Si vous... Ah d'accord, vous voulez avoir le slide, vous allez
nous envoyer un message WhatsApp et je vais vous l'envoyer parce qu'on n'a pas ici et on va vous l'envoyer avec plaisir. Vous pouvez nous... Djibouti Wellness Initiative a un groupe wellness, enfin un groupe WhatsApp, une communauté WhatsApp, et donc on va le mettre dans cette communauté-là. J'espère que vous avez eu réponse à vos questions sur le jeûne, les bienfaits du jeûne. Merci. Nadia, tu voulais ajouter quelque chose? Par exemple, de animer les séances. Alors, pour quelque part répondre également à la question de monsieur qui disait qu'il faut faire la promotion de ce qu'on est en train de faire pour l'élargir au niveau des régions et au niveau des quartiers, là où il y a vraiment un besoin. Donc en fait, c'est pour vous dire que là, c'est un début. Et notre objectif, d'ailleurs, c'est de partager avec le maximum de GBCM, mais aussi, bien évidemment, les opportunités. Là, c'est Kassera qui nous a donné cette opportunité-là. Et s'il y a d'autres institutions ou d'autres personnes qui nous invitent à animer des séances, et que ce soit dans les quartiers ou dans les entreprises, dans les entreprises, bien évidemment, on le fera avec plaisir. Donc, ça fait partie de l'objectif. Voilà. Excusez-moi, je prends un peu trop. Et pour rappeler qu'il y a également, quand je fais les séances de Zumba, j'accompagne toujours par un petit briefing sur l'alimentation parce que j'encourage les femmes, je félicite déjà les femmes et je les encourage à continuer dans ce sens-là. Et donc, je rajoute que pour le bien-être, il faut également l'alimentation. Et donc, je fais également des séances, on va dire, fitness et conseil diététique. Donc je le fais un peu partout. Là j'ai commencé avec le club de fitness de Stade Bled. Donc voilà, si également vous avez des petits besoins dans ce sens-là, je le ferai avec plaisir. J'aimerais remercier Incom à qui j'ai demandé à ce qu'il filme cette séance pour qu'on puisse la mettre sur YouTube parce que je savais que ce message devait aller au plus grand nombre et à Djibouti ces derniers temps il y a beaucoup de conférences et tout le monde ne peut pas être là. Donc merci à Incom, grâce à eux ils pourront retrouver cette vidéo sur YouTube et la regarder. Merci.